le petit garçon le jeune homme qu'il était dans sa Kabylie n'était pas du tout prédestiné à avoir la belle carrière professionnelle qu'il a menée. Il s'est retiré des affaires depuis une quinzaine d'années maintenant. Je vous propose d'aller retrouver M. Mohamed Sidi Saïd, ex-vice-président de Pfizer. Je m'autoriserai, avant de rentrer dans le vif du sujet, de te poser des questions et recueillir ton avis sur la situation, l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés les uns et les autres depuis plusieurs semaines. Je voudrais te renouveler mon admiration pour le parcours du monsieur. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi qui, en même temps, ont su garder la modestie et qui font beaucoup d'actes de bienfaisance, mais toujours dans la discrétion. Merci Dada Mohamed d'être là pour nous. Merci à toi. Je ne vais pas te rougir. Oui, mais tu sais bien, tu sais l'affection que j'ai pour toi et ton épouse. J'ai sollicité ton point de vue par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Tu es, comme nous tous, confiné depuis quelques semaines. Le déconfinement est progressif. Que penses-tu, toi? On nous a alertés sur cette possible deuxième vague. Toi, en tant qu'usager et en tant que professionnel de la santé, professionnel de l'industrie pharmaceutique, même si tu t'es retiré des affaires, qu'en penses-tu? On va vers cette deuxième vague et pourquoi on y irait? Je te répondrai si je savais. Oui. Et en fait, il aurait fallu que toute cette interview se déroule au conditionnel. Oui, je t'autorise, s'il te plaît. Parce qu'on se retrouve dans une situation assez paradoxale, dans un domaine ô combien anxiogène, c'est que beaucoup de gens parlent et souvent pour dire une chose et son contraire, quelques temps après, quelques heures après, devrais-je dire. Faut-il pour autant les blâmer? Je ne le crois pas. C'est la situation prédominante qui veut ça. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne savons pas aujourd'hui. Nous ne savons pas si le déconfinement, comme tu le sais, le gouvernement fait tout pour le rendre progressif, mais nous ne savons pas si ce déconfinement va entraîner un rebond, voire même une résurgence de la pandémie. Je ne pense pas que nous soyons à la date d'aujourd'hui en mesure de répondre par un simple oui ou non. Est-ce que ce virus va être endémique? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a un facteur de saisonnalité? On ne le sait pas non plus. Alors, je crois qu'il faut laisser du temps au temps et accepter le fait que le temps de la recherche et du développement ne correspond pas exactement à notre propre temps, celui de l'impatience, celui de la soif du savoir. Par contre, nous savons un certain nombre de choses et peut-être on pourrait en parler si tu le veux. Je serais tenté de dire que ce virus n'est pas un monstre, puisqu'il tue moins, par exemple, que son cousin Ebola, avec un taux de mortalité de 50%. On peut dire par ailleurs que ce n'est pas un monstre. En ce sens, il peut s'installer, s'inviter chez nous, je veux dire dans nos corps, et sans qu'on sache très précisément pourquoi, il est là à l'état tout à fait bénin. Mais comme il est aussi un peu traître sur les bords, dès qu'ils sont une situation de faiblesse, à ce moment-là, il peut être redoutable. Et nous savons aujourd'hui que la
Covid-19 tue à peu près 10 fois plus que le virus de l'épidémie de la grippe que nous connaissons depuis de nombreuses années. Et donc, au milieu de temps d'incertitude, de temps de désarroi, devrais-je dire, chacun dans son coin essaie d'apporter sa réponse, sa propre réponse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être contredite par un voisin, un collègue, quelques heures après. Voilà, à mon sens, où on en est. Quel est le rôle de l'industrie pharmaceutique, à ton avis, dans cette pandémie? Tu l'as écrit dans plusieurs livres sur le fait que notre santé était en péril, que tu dénonçais d'ailleurs d'une manière générale les limites à l'accès universel aux soins et la difficulté d'accéder aux diagnostics et aux traitements innovants pour une certaine frange de la population. Tu t'autorises à être assez critique vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique dont tu as fait largement partie pendant plusieurs décennies. On a eu le sentiment, en tout cas nous, en tant que spectateurs, d'assister à une espèce de règlement de compte en haut lieu entre laboratoires pharmaceutiques qui chacun prenait son traitement ou sa recherche comme la meilleure solution à cette épidémie. C'est la querelle de clocher de certains médecins qui un jour étaient au fait de la recherche et le lendemain devenaient un petit peu la bête noire de ses confrères. Est-ce que c'est une bataille? Je vais poser ma question autrement. Est-ce qu'on n'a pas assisté finalement à quelque chose qui nous échappe, qui est une espèce de bataille entre les médecins qui obéissent plus ou moins à certains laboratoires pharmaceutiques? Je pense qu'il faut raison garder. Et dans un sujet comme celui-là, l'humilité, tu en parlais tout à l'heure, la raison doit guider nos pas et guider ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est un lieu commun de dire que le secteur de la santé, au plus haut niveau de son échelle, a un souci d'ego. On l'a vu récemment dans l'affaire, ce qui est devenu maintenant l'affaire de la chloroquine ou l'affaire de Marseille. Moi, je ne perds pas de vue une chose, c'est que l'industrie pharmaceutique, ce sont des hommes et des femmes également. Alors, il y en a qui sont empathiques, il y en a qui ont un sens tout à fait aigu de la responsabilité sociale de l'entreprise, et puis d'autres qui l'ont peut-être un peu moins et qui ont une propension à donner la priorité à l'appât du gain. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, et c'est regrettable qu'on ne le sente pas dans les commentaires des uns et des autres. Les gens de l'industrie pharmaceutique, et notamment des big pharma, ce sont également des commerçants. Et maintenant, Samia, si tu veux jeter l'opprobre sur tous ceux qui font du commerce, je te souhaite bon courage, mais je ne serai pas avec toi. Non, Ceci dit, il y a une constatation qui est rassurante. Je n'ai jamais vu en 40 ans ou 50 ans d'observateurs, ou après avoir été très longtemps acteur de l'industrie pharmaceutique, je n'ai jamais vu un tel déploiement de force, d'énergie, de recherche pour trouver ici un remède, là un vaccin,
dans cette situation de pandémie. Je crois que tout le monde s'y met. Le secteur hospitalier, hospitalo-universitaire public s'y met. Les les entreprises, les petites entreprises de biotechnologie y vont également. Les big pharma. Et à la fin, il faut espérer que de cet engouement, de cette envie, de ce désir qui est très sincère de trouver une solution, il faut espérer que dans les mois à venir, on trouvera à la fois une molécule pour guérir et encore plus important, un vaccin pour prémunir. Alors, tu m'autorises une question encore si tu veux bien. Moi, j'ai été très perturbée, mais je pense ne pas être la seule, quand les débats ont commencé à prendre forme sur les différents médias. On nous parlait de traitements existants qui allaient possiblement être le remède à ce virus. Alors, ma compréhension est sans doute limitée. Pourquoi ne s'appuie-t-on pas finalement sur des traitements existants? Quelles sont les limites de ces traitements existants? C'est ce qu'on fait. Tu noteras que dans les circonstances actuelles, exception faite pour le virus, encore faut-il dire que le coronavirus est connu depuis pas mal de temps. Mais dans la recherche d'une molécule, ce qu'on utilise aujourd'hui, ce sont essentiellement des thérapies antivirales qui sont là pour la plupart depuis de nombreuses années. Et on peut effectivement, il y a un problème de fond, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il faudra le faire. Je pense que ça doit être un sujet de discussion quand la pandémie sera derrière nous. C'est que les big pharma, les entreprises pharmaceutiques ne font plus de recherche sur antibactériennes, sur les thérapies antivirales, pour une raison toute simple, c'est que ce n'est plus rentable d'engager des équipes, des technologies, beaucoup d'argent sur des produits, des découvertes d'antibiotiques ou de thérapies antivirales que demain, il le faudra vendre peut-être à perte. Bon, c'est un véritable problème et je crois que si l'on veut vraiment tirer une leçon de cette expérience, il faut se mettre autour d'une table. Il y a certainement des partenariats à bâtir avec l'industrie pharmaceutique. On a entre autres laissé la production de produits pharmaceutiques partir à l'étranger, entre autres dans les pays de l'Asie, pays asiatiques, la Chine pour ne pas la citer. Est-ce que ça signifie qu'il faudra sans doute envisager de relocaliser la production aussi pharmaceutique? Je pense qu'il ne faut pas se hâter de faire un procès d'intention. D'abord, ça ne servira à rien et puis ça ne ferait pas avancer les choses. Moi, je dis, je vais peut-être vous surprendre, une entreprise qui va en Chine avec une population énorme, une entreprise qui se déplace, s'installe en Chine, dans le pouvoir d'achat de la population a beaucoup augmenté, je n'ai pas de souci avec cela. J'ai plus de problèmes quand cela se fait au détriment du pays d'origine. Et effectivement, moi je l'ai écrit en 2016 dans mon livre Au secours de notre santé. La France, puisqu'on parle de la France, mais on peut également faire le même commentaire pour l'Europe. La France, l'Europe se sent désindustrialisée, notamment dans le secteur de la santé.
Et c'est un prix lourd qu'on paye très cher aujourd'hui. Il faudra sans doute mettre tout cela sur table. J'ai même suggéré un Grenelle de la santé. Je pense qu'un pays seul n'y arrivera pas. Mais à l'échelle de l'Europe, on devrait pouvoir bâtir des partenariats pour une réindustrialisation sur un secteur aussi vital que la santé. Ce secteur, la santé qui nous suit depuis notre naissance, peut-être même un petit peu avant, jusqu'à la fin de nos jours. Tu évoquais la question de la recherche sur laquelle il faudra mûrir une réflexion une fois qu'on sera sorti de cette pandémie. On peut juste rappeler que le facteur temps dans la recherche est important. La recherche se déroule sur plusieurs années. Tu évoquais également les sommes d'argent qu'il faut investir. Donc, effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont lancés pour trouver le traitement, qui travaillent sur la recherche d'un vaccin potentiel pour soigner cette épidémie. Mais encore faut-il rappeler qu'effectivement, la recherche, c'est de l'argent et c'est du temps surtout. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le temps de la recherche et du développement n'est pas celui du plus commun des mortels. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la recherche est hasardeuse. Le succès n'est pas garanti. Et s'il fallait tirer un exemple, c'est celui du VIH-Sida. Cela fait depuis des années, depuis que beaucoup de gens essayent de trouver un virus pour prémunir, dans l'indication du VIH-Sida, on n'est pas arrivé pour l'instant. Dans les traitements qui sont envisagés, évoqués pour venir à bout de cette épidémie, on parle énormément d'un vaccin, qui serait sans doute une vaccination à faire chaque année, comme on le fait d'ailleurs, comme il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe. Ce vaccin, s'il devait arriver, dans quel délai? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Certains disaient le vaccin à la rentrée du mois de septembre. D'autres disent c'est non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on n'y est pas encore. Moi, mon souhait, c'est qu'on arrive dans les semaines, dans les mois à venir, à se mettre d'accord sur une thérapie avec des effets secondaires maîtrisables. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de thérapie innocente. Les effets secondaires sont très fréquents dans les médicaments. J'espère qu'on arrivera à trouver une thérapie qui sera à la fois efficace et dont les effets secondaires seront acceptables. En fait, c'est le risque-bénéfice habituel dans toute recherche de nouvelles molécules qui va s'appliquer. Ensuite, j'espère que les multiples projets, ils sont très nombreux, de recherche dans les vaccins va quand même amener une conclusion à cette pandémie. Et je pense que le projet le plus avancé aujourd'hui, c'est sans doute celui des Américains, Moderna Therapeutics. Ils ont, à mon sens, une longueur d'avance parce qu'un organisme aussi redoutable et redouté que l'AFDA a fait preuve de pragmatisme, ce qui nous manque sans doute un petit peu en France, en ce sens qu'ils ont autorisé Moderna Therapeutics
à faire une recherche en développement qui soit à la fois rigoureuse dans sa nature, mais assez flexible dans son exécution. Deux exemples. Il y a généralement 4 phases dans la recherche et le développement dans le domaine de la pharmacie, et la plus importante étant la phase 3, c'est celle qui coûte d'ailleurs le plus cher. Bien, les Américains, beaucoup plus pragmatiques que nous, ont autorisé Moderna Thérapeutique à passer d'une phase à une autre dès qu'ils ont les premiers résultats qui laissent augurer d'une promesse. Et de la même façon, ils ont autorisé l'injection chez l'homme d'un fragment du virus chez l'homme avant de passer chez l'animal, tout cela pour essayer d'avoir une réponse immunitaire à l'essai clinique. Ce que je trouve un peu regrettable, c'est que c'est cette polémique, par exemple, avec Sanofi. Est-ce que le vaccin sera français? Est-ce qu'il sera américain? Tout cela est futile. Ils n'ont pas encore de vaccin. Alors, n'ouvrons pas de débat prématuré. Mais cela pose une question fondamentale. Est-ce que le vaccin sera global? Beaucoup le souhaitent. J'ai entendu ce matin que le président Macron en a exprimé le souhait, mais cela suppose cela suppose qu'il faudra vaincre le sentiment de nationalisme qui prévaut en ce moment dans les sphères scientifiques et économiques du monde. Et puis ce dualisme entre les États-Unis et la Chine. Mais c'est un véritable problème quand on sait que la fabrication d'un vaccin n'a strictement rien à voir avec celle d'une gélule ou d'un comprimé. Et s'il fallait demain assurer la livraison du vaccin à des millions, peut-être même à des milliards de personnes, le problème de la disponibilité va se poser. Et puis s'ajoutera, il faut le dire, le problème du prix. À quel prix? Et nous savons très bien que la santé n'échappe pas à la règle de l'offre et de la demande. Et quand vous avez un fournisseur et une multitude de demandeurs, je vous laisse le soin d'imaginer la suite de ce que pourrait être le prix. Surtout que cette situation que nous vivons n'est pas nouvelle, même si cette fois-ci elle a pris des proportions assez spectaculaires. Mais ce que tu dénonces sur effectivement la disponibilité d'un produit, le prix, l'accessibilité au plus grand nombre, tu l'as dénoncé d'ailleurs précédemment dans tes livres sur, entre autres le dernier, Au secours de notre santé est en péril, parce que la problématique c'est ça, c'est que le vaccin pour qui? Je pense que les solutions existent, il y a toujours une solution à un problème. Mais je pense que c'est prématuré d'aborder le sujet alors qu'on n'est pas au bout des expérimentations cliniques qui sont en cours. J'aurais simplement aussi dire un mot. Ça va être de la répétition et je m'en excuse, mais nous savons aujourd'hui que la pauvreté est devenue un facteur de risque en matière de santé. Et j'espère que la sagesse va prévaloir pour que
les laissés pour compte de la société, les plus démunis d'entre nous, puissent, le moment venu, avoir accès à un vaccin, à une thérapie, si c'est une thérapie, de la même façon que ceux pourvus de moyens. Je crois que c'est un acte de justice et j'ose espérer qu'il y a autour de nous, dans l'industrie pharmaceutique, suffisamment d'hommes et de femmes qui ont de la résilience, qui ont de l'empathie et que le langage du cœur va l'emporter. Oui. Ce sera peut-être notre dernière réflexion. Je rebondis sur la pauvreté, même si je ne veux pas faire de raccourcis hâtifs. On a forcément une pensée pour un continent qui nous est cher, le continent africain, dont on sait qu'effectivement la pauvreté est quand même un phénomène assez récurrent. Et donc, bizarrement, on entend très très peu parler de cette... on a très peu de retours sur les chiffres, sur le niveau d'atteinte, d'entrée, de pénétration de ce virus en Afrique et particulièrement en Afrique du Nord. Est-ce à dire que pour plein de raisons qu'on a évoquées, de la non-résistance du virus à la chaleur, ce genre de choses, est-ce qu'il y a une raison pour que techniquement aujourd'hui, le virus ne soit pas arrivé, ne fasse pas autant de dégâts en Afrique qu'il l'a fait en Chine? Samia, ça fait partie des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Carton blanc. C'est la saisonnalité du virus. Dieu merci, les Africains, l'Afrique semble moins souffrir de cette pandémie, tant mieux. Est-ce que c'est aussi lié au fait que depuis de nombreuses années, beaucoup d'Africains prennent de la chloroquine? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ça? Mais je crois qu'il faut attendre. Plus tard viendront sans doute des études épidémiologiques. Mais je voudrais simplement te dire un mot de ce que l'on sait avec certitude. On ne sait pas si demain, dans un mois, dans un an, on aura une thérapie. On ne le sait pas à la date d'aujourd'hui. Et ceux qui disent savoir, en fait, ne savent pas. On ne sait pas si demain, on aura un vaccin. Il y a de gros efforts. Il faut souhaiter que ces efforts porteront leurs fruits. Mais personne à la date d'aujourd'hui peut dire, ça y est, nous avons un vaccin, célébrons tout cela. Mais il y a une façon sûre, qui n'est pas contestée ni contestable, de répondre à cette pandémie, c'est tout simplement de ne pas l'avoir. C'est la meilleure réponse. Et si les gens arrivent à comprendre cela, que la meilleure façon, c'est de tout faire pour ne pas l'avoir, à ce moment-là, je pense qu'on sauvera beaucoup de vies humaines. Et si tu permets, à l'approche des fêtes de l'Aïd, il est important que les gens fassent le choix entre le festin et leur santé, et pas seulement leur santé et celle des autres. Je crois qu'il faut garder toutes les mesures de distanciation physique. L'hygiène est extraordinairement importante. Je pense qu'il est aussi important, notamment pour les personnes âgées, de bâtir une armure immunitaire. Il y a des moyens pour cela et attendre sagement que vienne enfin une solution que nous appelons tous de nos voeux. Oui. Je suis sûre qu'on t'aura tous entendu. Je rappelle que déconfinement ne signifie pas évidemment la fin de l'épidémie, on en est loin, c'est clair. Merci Dada, merci beaucoup. Merci à toi.